Encore en ce moment sur TVC9 et Timis TV, c'est tout un plaisir de vous retrouver, vous qui souhaitez bien vous informer. Bonne nouvelle d'abord, les autorités policières arrêtent des criminels qui s'adonnent à la fraude grands-parents. Appelés à la vigilance face à des fraudes de style grands-parents, des aînés de la Vallée de l'Or ont pu bénéficier d'informations de citoyens et de l'action rapide, surtout d'agents de la Sûreté du Québec. Ces derniers qui ont ainsi, le 3 avril, pu procéder à l'arrestation de 2 hommes suspectés d'hameçonner les gens âgés dans la région. Eliazid Hadji, 22 ans, et Danny Raposo Dutrat, 39 ans, qui réside, vous vous en douterez, hors de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils ont été arrêtés en flagrant délit. Ils avaient 5 000 $ en poche. L'enquête est toujours en cours et d'autres arrestations pourraient avoir lieu. La Sûreté du Québec qui encourage les citoyens qui ont été victimes ou seulement approchés par des gens qui ont tenté de les flouer, de communiquer avec leur poste de police afin de rapporter les faits. Le président américain ne peut s'y opposer, du moins, je pense pas, c'est correct. C'est toujours le 28 avril qu'ont lieu les élections fédérales au Canada et dans le comté d'Abitibi et Témiscamingue. Toutefois, vous pouvez voter d'avance avec en main votre carte d'électrice ou d'électeur d'ici le mardi 22 avril. D'après le bureau du directeur des élections, il y a 5 candidats dans notre circonscription. J'en doute, puis je vous dis pourquoi tantôt. Chez les libéraux, Jonathan Anderson, au NPD, Jérémy Junot, au Bloc québécois, Sébastien Lemire, au Parti Rhinocéros, Vincent Palin-Bussière et au Parti conservateur du Canada, Steve Tardy. Pourquoi j'en doute, je vous disais tantôt, c'est que de ceux qui souhaitent devenir votre député en Abitibi-Témiscamingue, seulement 2 ont jusqu'ici répondu à nos demandes d'entretien. Je tiens à leur rappeler ou à leur attaché politique que la télévision reste toujours un excellent moyen de faire campagne. Après Sébastien Lemire, le libéral Jonathan Anderson a compris ça. Il s'est déplacé chez nous, à Notre-Dame-du-Nord. L'ex-financier dans le domaine des communications nous a révélé, en y mettant les efforts pour parler français, vouloir acheter une résidence près du lac Témiscamingue quand il sera élu. Voici notre entretien. Monsieur Anderson, depuis quelques semaines, vous êtes dans le comté que vous espérez représenter. Comment ça se passe sur le terrain pour vous? Ça se passe excellent maintenant. On vient juste d'ouvrir notre local à la rue principale à Rowan. Et on engage notre équipe pour lancer la campagne ici. Et on a un programme plutôt agressif dans les prochaines semaines. Est-ce qu'à côté des pancartes du candidat du Bloc québécois, on va retrouver les vôtres bientôt ou est-ce que vous ne vous affichez pas là? Nous avons des pancartes ici, tout partout dans Témiscamingue. Le prochain jour, vous les voir tout partout dans les comtés extérieurs ici. Oui. Et vous arrivez comme candidat du Parti libéral. Un compétiteur contre vous, celui du Bloc québécois. J'en ai pas vu d'autres. Vous avez un compétiteur? Je ne sais pas. Il y a d'autres partis, mais on a une chose en commun. On est le même fier de Québec, fier de la langue française ici. Et pour moi, les temps sont exceptionnels, différents maintenant parce qu'on a l'administration de Trump ici. Et c'est difficile. Je suis ici parce qu'on devrait faire quelque chose avec cette administration-là. Et on cadre plusieurs années avec cette équipe-là. Et c'est pour cette raison que je suis ici. OK. C'est évident, on l'entend, vous faites un effort pour nous parler français, si, comme d'autres libéraux l'espèrent, vous êtes élu, est-ce que c'est
un effort que vous comptez faire, améliorer cette langue française? Ah, c'est essentiel pour moi. J'ai appris à écrire en français avant anglais quand j'étais 5 ans. Et j'ai fier de la langue française. J'espère de parler la langue française couramment dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'ai fait des efforts chaque jour. Et en français, ça revient à grande vitesse. Vous aviez déjà parlé français auparavant dans votre vie. Vous dites que vous avez écrit à 5 ans. Vous parliez français aussi dans votre jeunesse? Absolument. Je parle toujours français, mais ça fait quelques années que je travaille ailleurs, à l'étranger, en Asie et en Californie et en Europe. Et je suis un homme d'affaires, je ne suis pas un politicien de carrière. Et ça fait plusieurs années que je n'ai pas parlé de français en travaillant. Mais maintenant, ça change et je vais après. Je travaille vite. Bien, je pense que les gens apprécient l'effort aussi. Qu'est-ce que vous espérez pour le comté d'Abitibi-Témiscamingue? Ici, notre comté d'Abitibi-Témiscamingue, on a des grands défis ici. On a une région avec les industries minières, agricoles, forestiers. En même temps, on a des besoins, les soins de santé, les jeunes. On a une communauté rurale ici. Et moi aussi, je viens d'un milieu rural. Je sais les besoins de communautés comme ici. Et pour moi, j'espère que notre région serait... On devrait avoir une voix très forte à Ottawa pour attirer des investissements ici, pour faire une vraie différence dans la vie de tous les gens ici. Parce que pour moi, je ne suis pas ici pour seulement parler. Je suis ici parce qu'on devrait faire quelque chose de concret pour tous les gens ici. Et c'est ça, je suis ici. Je suis un jeune retraité. J'ai travaillé pour 26 années dans des entreprises informatiques à Silicon Valley, cybersécurité. Et c'est le temps maintenant que je fais quelque chose, spécialement durant ce temps-ci, avec ce qui se passe avec les Américains. Vous parliez tantôt, avant qu'on fasse l'entrevue, de la beauté de l'endroit ici au Témiscamingue, de vous acheter une maison. Vous croyez vraiment avoir une chance d'être élu en Abitibi-Témiscamingue? C'est bien sûr. Si je suis élu, je vais acheter une maison rapidement avec ma famille. J'espère d'avoir une maison au bord du lac ici. On a beaucoup de lacs ici, les rivières, j'aime beaucoup. Moi, j'aime travailler avec mes mains, je travaille du bois, j'ai beaucoup d'intérêt dans les régions comme ici. Et j'espère pour moi, j'ai l'opportunité pour représenter tous les gens ici. Est-ce que, vous croyez en vos chances aussi, en vos qualités, mais est-ce qu'en même temps, c'est pas une opportunité avec un nouveau premier ministre puis un nouveau chef? Est-ce que ça, pour vous, c'est une chance d'être élu à cause de la présence d'un chef qui est peut-être qui a une énorme présence au Canada actuellement? Bien, comme j'ai dit, c'est un temps exceptionnel maintenant. Et je crois, j'ai parlé avec Mark Carney plusieurs fois. Mark et moi, on a la même vision. Nous ne sommes pas des politiciens de carrière. On est ici parce qu'on a une crise. Et c'est aussi en même temps une opportunité pour notre pays, notre province, notre région ici, de bâtir une économie bien plus forte. Si on peut bâtir une économie bien plus forte, on a une défense contre ce qui se passe avec les Américains. On doit trouver les marchés dans l'Europe et ailleurs pour nos produits. Et pour moi, j'ai des compétences et de l'expérience ailleurs dans le monde. Et aussi, j'ai une maîtrise en politique commerciale pour ce moment. Et j'espère que c'est vraiment une opportunité pour nos régions, pour avoir une économie bien plus forte et qui fonctionne pour tous. Pas tout seulement un groupe ou l'autre, mais les jeunes, les aînés, les accès pour les soins de santé. Moi, j'ai un fils et il a de l'autisme. Et moi aussi, j'ai un père qui a de démence avancée. Je sais qu'est-ce que les gens veulent ici. J'ai rencontré plusieurs gens ici qui me disent qu'il y a besoin des accès à les services ici. On est loin d'Ottawa, mais en même temps, on devrait avoir une voix à Ottawa bien plus forte et puissante qu'on n'a jamais, parce que maintenant, c'est un temps exceptionnel pour nous. Justin Trudeau était là avant M. Carney. Justin Trudeau connaissait l'existence du Témiscamingue et du comté.
il aurait pu peut-être faire plus pour le logement et bien d'autres choses en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que vous ferez de plus que Justin Trudeau n'a pas pu faire? Ben, à propos de logement abordable, on a déjà lancé un programme pour 22 milliards pour bâtir des maisons pour tous les gens, tout partout dans le pays. Et ici, dans notre région ici. En plus de ça, on va faire plus. Moi, j'ai travaillé sur une ferme quand j'étais jeune. Je connais qu'est-ce qu'on devrait faire pour les communautés comme ceci, rurales. Et on a besoin de bâtir et faire des investissements ici. Pas seulement des petits investissements, mais c'est des grandes choses. Des choses qu'on n'a jamais fait pour une génération. Maintenant, c'est un temps, pour beaucoup de gens, c'est un petit peu inquiète. Maintenant, et moi aussi j'étais un petit inquiète, mais Mark Carney m'a assuré qu'il est le bon chef, le bon leader maintenant pour notre pays, notre province. J'espère dans les plusieurs semaines et les mois devant nous, on va bâtir une économie bien plus meilleure pour tous les gens, pas seulement un groupe ou l'autre. Qu'est-ce que vous comptez faire afin de convaincre les électeurs d'ici le 28 avril? Moi, j'essaie de discuter, j'écoute leurs besoins, j'écoute et je veux apprendre bien, rapidement. Je viens de l'Outaouais, je ne suis pas ici à Abitibi-Témiscamingue, mais j'ai fait des efforts. Et pour moi, j'espère qu'il peut m'écouter et moi, je vais les écouter aussi. Et si on travaille ensemble, si on serait unis dans ce moment, on peut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas le temps ici pour les politiques de division. On a besoin de travailler ensemble. On se rassemble, en tout cas, pour faire un avenir plus bon pour tous. Bonne chance pour le scrutin, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Dossiers municipaux, de nouvelles intentions de regroupement vont-elles pointer dans les semaines ou les mois à venir au Témiscamingue ou en Abitibi? Il y a bien la dernière fusion quand même qui, sauf erreur, a eu lieu dans MRC Abitibi, c'était au mois de décembre dernier, entre Lamorandière et Rochebeaucourt, je me souviens bien. Auparavant, en 2018, Amos et Saint-Félix de Dalquier avaient uni leurs conseils municipaux. Au Témiscamingue, le dernier regroupement concernait les citoyens de Laverlechère et d'Angelier. Il est survenu le 1er janvier 2018, il y a déjà 7 ans. Toutefois, il y a des sommes qui sont en ce moment disponibles et qui pourraient pousser d'autres élus et citoyennes des villes et villages en réflexion à bouger. D'après les documents consultés, entre les lignes du programme Fonds, Région et Ruralité du gouvernement actuel, 25 millions de dollars sont offerts d'ici 4 ans au volet 4 du programme Québec qui s'engage d'ici 2029 à bonifier les projets inscrits sur une trajectoire menant à un regroupement volontaire de municipalités. Le ministère qui s'implique à soutenir les démarches de réflexion visant la mise en place des modèles de gouvernance les plus optimaux, notamment les fusions pour offrir les meilleurs services. C'est un de nos voisins dans la municipalité de Notre-Dame-du-Nord. On ne peut pas dire que même ils sont nés dans la même ville. On a abusé de l'hospitalité, de notre proximité avec les élus municipaux depuis en octobre dernier, où nous avons pris de la relève au service d'information de votre télécommunautaire. Mais là, c'est le temps. Oui, bien des choses retiennent l'attention et méritent de vous être partagées dans la municipalité. Des visites que nous préparons aussi pour d'autres villes. Ne vous en faites pas. Discutons des dernières nouvelles et de celles à venir avec Michel Vaillant. Il est maire suppléant à Notre-Dame-du-Nord. M. Vaillant, je disais qu'il était temps de parler avec les gens de Notre-Dame-du-Nord parce que, on n'a pas hiberné, mais quand même, le soleil est de retour et avec le soleil, le dynamisme qui est là à Notre-Dame-du-Nord, il s'en passe des choses au conseil municipal. Il s'en passe beaucoup, effectivement, au conseil municipal. Prochainement, en fait, afin de redynamiser encore plus le village et poursuivre les actions qui sont faites par plein d'organismes communautaires, la municipalité, le conseil municipal a voté l'embauche d'une coordinatrice ou coordinateur en relations communautaires.
Donc, pour être là avec les membres de Notre-Dame-du-Nord, avec les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-du-Nord, et pour venir en aide aussi à tous les organismes sans but lucratif qu'on a dans le village, parce qu'on sait très bien que depuis plusieurs années, le gouvernement augmente la charge administrative et la lourdeur administrative pour les organismes sans but lucratif. Beaucoup, encore récemment, se sont dissous justement parce qu'ils peuvent plus faire face à ces exigences et que les bénévoles sont épuisés. Alors, on espère, avec le poste de coordinateur de l'action sociale, d'avoir quelqu'un qui va aider justement les organismes sans but lucratif et qui va redynamiser dans le village en offrant de plus en plus d'activités communautaires, parce qu'on sait encore que la COVID, a encore des conséquences, on le sait encore aujourd'hui, et il faut recréer encore plus ce tissu social, faire en sorte que les gens se rencontrent, se voient de plus en plus et puissent créer une meilleure dynamique dans le village. Et Notre-Dame-du-Nord a investi là, dans cette coordonnatrice ou ce coordonnateur. Oui, tout à fait. Nous allons commencer les entrevues, les entretiens d'embauche. On a déjà fait la sélection de 3 candidates, un candidat, 2 candidates, et qu'on rencontrera à partir de la semaine prochaine. Donc, c'est tout prêt là, qu'on pourra procéder à l'embauche officielle. Quelqu'un qui sera en poste pour la saison estivale, puis même un petit peu avant. Oui, on l'espère. Et puis, tout dépendant de la personne qu'on choisit et de sa disponibilité à commencer le plus rapidement possible. D'accord. Il y a aussi des choses au niveau développement, Notre-Dame-du-Nord, qui n'est pas en reste des autres villes de notre région. Non, absolument pas. Alors, on va améliorer l'offre au niveau des parcs, des accès. Donc, déjà l'été dernier, on a inauguré le parc Jeux d'eau. Tout près du pont, juste à l'entrée du pont, ici, côté Notre-Dame-du-Nord, on va aménager cet été l'aire de pique-nique qui est là. Il y a la rénovation de la promenade aussi qui est en cours. La place des commémorations, où on reprocède encore cette année à une nouvelle série de nominations pour faire graver les noms sur la place des commémorations, sur le monument en l'honneur des bâtisseurs et des bâtisseuses de Notre-Dame-du-Nord. On espère pouvoir mettre la première pelletée de terre très prochainement pour la nouvelle usine de filtration des eaux et de nombreux projets d'aménagement aussi dans le village à venir, dans les prochains mois. On surveille ça. Je vous pose la question, M. Vaillant, parce que je me mets à votre place et tout le conseil municipal. La perte du rodéo du camion, qu'est-ce que ça amène dans le dynamisme de la municipalité? C'est-à-dire qu'il faut se renouveler. Et on avait un gros événement avant à Notre-Dame-du-Nord. Maintenant, il faut faire en sorte qu'il y ait de façon régulière des événements pour attirer les gens à Notre-Dame-du-Nord, pour faire connaître encore plus Notre-Dame-du-Nord. Et ça va être le rôle de cette nouvelle personne aussi qu'on va embaucher comme coordonnatrice aux coordinatrices de l'action sociale, de sorte à recréer de façon régulière plusieurs événements. Donc, plutôt que de ne compter que sur un seul gros événement annuel qui mobilisait et qui monopolisait beaucoup d'infrastructures, beaucoup de gens. Donc, on va y aller avec une formule qui va être beaucoup plus régulière et de faire des actions et des activités soutenues pendant toute l'année. Des grosses chaussures à chausser, à remplacer. Oui, ça va être un poste stratégique au niveau de la municipalité et parce que c'est important, c'est essentiel d'avoir des activités de façon régulière pour stimuler la vie sociale, stimuler aussi la vie économique dans le village de Notre-Dame-du-Nord. Et on a quand même une belle situation avec la proximité avec l'Ontario, au carrefour du Témiscamingue, avec tout ce qui a été entrepris depuis quelques années par l'administration municipale actuelle. Et donc, on est dans la bonne voie.
de rodéo qui vous a vu grandir quand même, vous et de nombreux garçons et filles. Oui, effectivement. Moi, j'ai été absent de Notre-Dame-du-Nord quand même pendant plusieurs années, même si je suis né ici à Notre-Dame-du-Nord. J'ai été absent pendant un bon bout de temps, dont 22 ans passés en Europe, en France, à travailler au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et donc, effectivement, je suis revenu en 2021 et j'ai pas perdu de temps pour m'impliquer au niveau de la communauté. Avez-vous un accent en venant? Oui. Un peu quand même. 22 ans en France, ça marque. Hein? Ça marque dans le vocabulaire et dans l'accent. C'est bien. Donc, il y a quelqu'un qui s'en vient pour relancer, évidemment, des activités à Notre-Dame-du-Nord. Donc, les gens qui souhaiteraient faire des suggestions, parce que pendant qu'il y avait le rodéo, d'autres se disaient, ben pourquoi ne pas réaliser quelque chose d'autre? C'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire, effectivement, et on a les plateformes nécessaires, soit les gens démontrent leur intérêt directement auprès de la municipalité, et à ce moment-là, ben, on prendra en considération ces demandes ou ces propositions. Mais il faut savoir aussi qu'un des objectifs de la personne qui sera recrutée pour le poste de l'action au niveau de l'action sociale va aller aussi à la rencontre. C'est le but d'aller à la rencontre des gens, d'aller à la rencontre des organismes, d'être présent ou présente dans les activités qui existent déjà. Et c'est pas pour venir se substituer à ce qui existe déjà, mais venir renforcer l'offre qui est là, de créer de nouvelles activités, de nouveaux projets et surtout d'être en mesure de pouvoir fédérer toutes les actions qui se font déjà actuellement dans le village afin d'augmenter l'offre de services qu'on peut offrir à la population de Notre-Dame-du-Nord. Les gens peuvent assister au conseil de ville? Toujours. Ah ben oui, toujours. C'est tous les deuxièmes lundis du mois et on ouvre la séance publique à compter de 20 heures. Ou plus ou moins 20 heures. Il y a des petits retards par moment, mais habituellement à 20 heures, la salle est ouverte et le public peut se joindre au conseil municipal. Et évidemment, les réseaux sociaux amènent aussi à la discussion avec la ville de Notre-Dame-du-Nord qui est bien présente, ou Michel Vaillant aussi qui est bien présent en y allant de ses annonces. Récemment, une remise de chèques importante. Là. Oui, à l'UQAT, en fait, pour le défi FUCAT qui aura lieu fin mai ici à Notre-Dame-du-Nord. Alors, pour nous, l'UQAT est très importante et on soutient les actions. Et donc, il y a eu un chèque de 5 000 $ que j'ai remis justement pour être commanditaire du défi FUCAT qui va y avoir lieu à la fin mai. Alors, on est très heureux. Moi, je vais y participer aussi, pas en courant malheureusement, mais parce que je le peux plus, mais je peux encore marcher. Alors, oui, je vais y être et puis je vais essayer de former une équipe. Et puis, on voit aussi à d'autres choses. Et au conseil municipal, justement, lundi prochain, je vais faire deux propositions pour que annuellement la municipalité de Notre-Dame-du-Nord puisse offrir des bourses d'études à des nouveaux arrivants, étudiants de l'UQAT, mais aussi pour les étudiants de secondaire 5 de Rivière-des-Quinze. Alors, on veut s'impliquer de plus en plus dans la communauté, au sein du village, et le fait de stimuler justement par le biais de bourses d'études qui feront en sorte que les gens s'impliquent encore plus, que ce soit les chercheurs de l'Université du Québec ou que ce soit les étudiants du secondaire, étudiants et étudiantes, de sorte à ce qu'ils s'impliquent encore plus dans la communauté, dans la vie active de notre communauté. Et pour cela, il y aura des bourses d'études qui seront créées et offertes aux étudiants et étudiantes. Mais parlez-moi de ça, ça bouge, on va suivre ça de près à Notre-Dame-du-Nord. Monsieur Vaillant, merci beaucoup de votre présence. Merci à vous, Monsieur Moreau. Les organismes communautaires qui doivent composer avec une hausse de l'itinérance vont se voir attribuer 10 millions de $ à travers les services sociaux et le réseau des centraides du Québec. Ce financement, qui est échelonné sur 2 ans, doit leur permettre d'améliorer les conditions d'accueil, d'optimiser les interventions sur le terrain et d'appuyer les démarches d'accès à l'aide sociale ainsi que d'acquérir des biens essentiels. Rappelons que de toute la province, c'est avec 72 %, l'Abitibi-Témiscamingue qui a connu la hausse la plus importante et joint le premier rang de gens qui n'ont pas de toit
pour vivre et s'abriter. De nouvelles équipes volantes face au privé. Ben oui, la Fédération de la santé et des services sociaux, la F3SCSN, la Fédération des professionnels, le FPCSN, et le Syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP-FTQ, ben, se sont entendus cette semaine avec le comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux. Je vous laisse tomber les lettres, là, pour la prolongation d'1 an de l'entente sur le déploiement de l'équipe volante publique, soit jusqu'au 30 mars 2026, la prolongation qui doit permettre d'assurer la continuité des efforts pour répondre aux besoins urgents de main-d'œuvre dans plusieurs établissements du réseau de la santé et des services sociaux, notamment dans les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, Chaudière-Appalaches et la Côte-Nord qui en font aussi partie. Des ajustements qui ont été apportés à l'entente pour améliorer l'accès au temps supplémentaire et de mieux encadrer le remboursement des indemnités kilométriques en veillant à respecter le lieu de résidence des personnes salariées déployées dans les régions bénéficiaires. Mercredi dernier, le 9 avril, les représentants syndicaux des 800 paramédics membres de la FTPQ-SCFP, ben, ils étaient 5300. Ils ont reçu à la table de négociation des offres patronales, selon eux, qui comportent des reculs considérables à leurs conditions de travail. Le document déposé par les parties patronales, soit des représentants du gouvernement du Québec et d'employeurs privés, comme Desercom en Abitibi-Témiscamingue, comprendrait notamment une reclassification salariale à la baisse du titre d'emploi et une révision des critères d'application de l'indemnité de repas qui sont pris hors zone afin d'en limiter la portée. Les hausses salariales proposées, c'est 8,4 %, disent-ils seulement, et ce sur 4 ans. Pour la FTPQ-SCFP, ces offres entraîneraient un retour vers les pires moments de pénurie de personnel vécus durant la pandémie, alors que les temps d'attente étaient régulièrement dans une position pour mettre les gens en danger. Selon le syndicat, les employeurs ont de plus en plus recours là aussi à la main-d'œuvre d'agences privées pour combler les quarts de travail des paramédics. Le même fléau qui grugerait le réseau de la santé et des services sociaux en coûtant beaucoup plus cher aux contribuables pour un service de moins bonne qualité. L'offre patronale survenue il y a quelques jours risquerait fortement d'accélérer la spirale destructrice du recours aux agences. En tout cas, tout ça annonce malheureusement, selon les ambulanciers, là, une négociation longue et pénible, selon Sébastien Gour du syndicat. La convention collective des paramédics est échue quand même depuis le 31 mars 2024. 2 autres journées de grève à venir en centre de la petite enfance, les négociateurs étant retournés discuter après la méga manifestation d'il y a près d'une semaine à Québec. Merci pour les images d'ailleurs de la part de la CSN. Les pourparlers qui sont toutefois pas suffisants, du moins pour le moment, afin de ramener les travailleurs et travailleuses à plein temps auprès des tout-petits. Selon le syndicat, malgré la mobilisation monstre, l'appui des parents et celui de nombreuses directions de CPE, le gouvernement tarderait toujours à agir pour valoriser les emplois et freiner la pénurie de personnel qui touche les centres de la petite enfance. Dans les prochains jours, si le gouvernement est prêt à bonifier les offres, il serait possible d'obtenir une entente. Sinon, les travailleuses et travailleurs vont reprendre la rue pour faire la grève du 14 au 16 avril. L'Association québécoise des centres de la petite enfance, la QCPE, annonce d'ailleurs sa participation à une grande marche organisée par l'organisme Ma Place au Travail. Marche qui se tient ou se tenait, là, selon le moment où vous regardez le bulletin, le 12 avril. Le samedi au Parc La Haye à Montréal, mobilisation citoyenne pour revendiquer des services de garde éducatifs à l'enfance accessibles, inclusifs, abordables et de qualité, alors qu'il y a près de 30 000 enfants qui attendent toujours une place en CPE.
Appréciez-vous les agriculteurs? Ben, questions et réponses qui, à notre humble avis, sont évidentes. Ben, pourquoi? Eh bien, il y a un très récent sondage léger qui indique que malgré qu'ils aient à nourrir des millions de consommateurs d'ici et d'ailleurs, tout en contribuant à la vitalité de nos régions, ben, les agricultrices et agriculteurs du Québec, surtout dans l'actuel contexte d'incertitude économique et tarifaire, sont en ce moment fort appréciés. Selon l'étude réalisée pour le compte de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, les Québécoises et Québécois reconnaissent pleinement l'ampleur de leurs défis tout en confirmant leur attachement à l'agriculture d'ici. Réalisé entre le 28 et le 31 mars auprès de 1083 personnes, le sondage nous apprend que 94% des Québécoises et Québécois qualifient d'importante la contribution du secteur agricole à l'économie et la vitalité des régions. Parmi les énoncés proposés en réponse à la question « Selon vous, de quelle façon l'agriculture contribue-t-elle à l'économie québécoise? » Il y avait plus d'un choix qui était possible. 71% des répondants estiment qu'elle favorise l'autonomie du Québec. 67% considèrent qu'elle assure notre sécurité alimentaire. Un autre 67% pensent que l'agriculture québécoise permet d'offrir des produits locaux qui ont un bon rapport qualité-prix et 66% déclarent que l'agriculture d'ici soutient l'économie des régions. En guise d'appréciation, peut-être les élus annoncent 7 mesures qui permettent de réduire la paperasse pour les agricultrices et agriculteurs du Québec. Ça fera du bien. Des allégements qui représentent des économies annuel de près de 30 millions de dollars pour nos entreprises agricoles. Demeurons en économie, si vous le voulez bien. La SDT, votre Société de développement du Témiscamingue, vient une fois de plus donner de la visibilité aux gens d'affaires dans la région. Après un imposant colloque, on se souvient, l'automne dernier, il y avait eu la diffusion de capsules sur notre page Facebook. Ça nous faisait connaître nos industries et commerces. Mais voilà qu'une revue vous permet de lire l'histoire de la présence de ces femmes et de ces hommes d'affaires dans nos villes et villages. Que diriez-vous là-dessus d'écouter Louis Kerouac? Il nous en parle. La Société de développement du Témiscamingue, depuis des années, même 30 ans, on peut le souligner, accompagne les gens d'affaires au Témiscamingue. On a eu le colloque récemment, l'automne dernier, là, qui avait réuni tout le monde et qui avait relancé le dynamisme des gens d'affaires. Et là, on y va d'une suite avec ça, comme responsable du développement chez vous, parmi les choses que vous faites avec la SDT, ben vous faites la promotion des gens d'affaires et là, on y va d'un grand coup, là. On y va d'un grand coup, en fait. Ce qui est important de remettre en perspective, c'est qu'effectivement, le colloque de l'automne dernier permettait justement d'être capable de relancer un colloque en entrepreneuriat. Donc, on faisait quoi à l'intérieur de ce colloque-là? Premièrement, il y a eu beaucoup de présentations. Il y a eu des webinaires qui ont été faits là-dedans. Il y a eu des gens qui ont été invités à venir parler aux gens d'affaires du territoire pour de la motivation, pour de l'information, pour être capable de transmettre des bagages. Fait que ces gens-là, on en a profité quand même beaucoup. Il y a eu des présentations au RIF, il y a eu du webinaire, il y a eu toutes sortes de choses. Suite à ça, il y a aussi, dans le même colloque, il y avait un projet où on a présenté des capsules sur des entrepreneurs, des entreprises d'ici, soit de la relève entrepreneuriale ou encore des entreprises établies dans le territoire. Et aussi, sur ce même colloque-là, le Carrefour Jeunesse Emploi avait aussi fait des balados avec d'autres entrepreneurs de la relève ou d'autres qui sont plus établis aussi. Donc, et là, on avait comme beaucoup d'informations sur ces gens-là. Et ça, c'était prévu que dans une période comme ici, maintenant presque au printemps, on était pour mettre ça aussi, les choses sont en ondes avec les capsules, les balados, mais aussi avec une revue entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est le fruit de tout ce travail-là qui a été fait en amont. On ramasse toutes les informations, puis maintenant, ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette revue qu'on lance aujourd'hui, c'est les entreprises qu'on voit, mais aussi, c'est ajouté à ça, des projets dans les écoles du territoire. Donc, il y a 3 écoles du territoire qui ont des projets entrepreneuriaux qui ont fait à l'intérieur de ça et on les retrouve aussi à l'intérieur de la revue. On pourrait s'arrêter
après des capsules, on pourrait s'arrêter après un colloque. C'est la preuve que les gens d'affaires ont besoin de support et ont besoin de faire parler d'eux. Bien, en fait, je pense que les gens d'affaires, en général, ce sont des gens qui, bon, ils sont très préoccupés, sont très occupés dans leur quotidien, ils ont des jobs. La pénurie de main-d'œuvre leur demande beaucoup aussi, tout ça. Ça, on le sait. Maintenant, qu'on parle d'eux, tant mieux. Qu'on parle d'eux, justement, pour les mettre sur la carte positivement, et c'est ce qu'on fait à la SDT. Premièrement, on les accompagne quand ils ont des projets d'affaires en développement, quand ils ont des projets d'affaires pour être capables de prendre de l'expansion, du rachat, de la vente d'entreprise, et tout ça. C'est tout l'accompagnement que la société de développement fait avec les entrepreneurs. Maintenant, quand on parle d'eux, trop c'est comme passé. Je vous dirais que quand j'ai commencé à distribuer la revue, plusieurs personnes ont dit « Ah, je trouve ça intéressant. Hey, on peut-tu donner des noms? Je suis certain qu'il y a des personnes qui aimeraient être dans cette revue-là. » Donc, oui, les capsules, oui, la revue, je pense de mettre en lumière le dynamisme et le professionnalisme des gens d'affaires du territoire témiscamien, ce ne sera jamais trop. Je pense pas. C'est de la qualité, c'est extrêmement bien fait, et je suis persuadé que ça donne le goût d'aller les voir, ces gens d'affaires-là. Bien, on l'espère. On espère que ça va donner le goût aux gens, justement. Et ça va aussi donner l'opportunité de peut-être les découvrir, de peut-être mieux les connaître. On les connaît, oui, on sait. Bon, là-dedans, il y a 21, finalement, projets d'affaires à l'intérieur de ça. Donc, évidemment, oui, on sait qu'il existe ces projets-là, mais mieux les découvrir, savoir d'où ils viennent, c'est quoi leur parcours. Les capsules en parlaient déjà, mais les textes maintenant, les gens peuvent prendre le temps de le lire. Cette revue-là, d'ailleurs, va se retrouver un peu partout sur le territoire. Vous pourrez prendre le temps de la consulter. Il y a des institutions financières qui vont les avoir, il y a beaucoup de bureaux, il y a des salles d'attente, tout ça, vous êtes capable de consulter ça. Et ça va donner, je pense, le goût aux gens de mieux les connaître et de savoir qu'il y a un dynamisme d'affaires sur le territoire qui est là, qui est présent, et que souvent, il va passer un petit peu inaperçu. Sauf que là, nous, on a voulu les mettre en lumière, et c'est une belle façon, je pense, de le faire. Par tous les moyens qu'on a pris, les capsules, les balados et aussi cette revue-là. La revue Entreprendre, c'est déjà distribué, Louis? C'est déjà distribué. Ça se fait cette semaine. Donc, ça va être disponible un peu partout. J'ai encore une route de distribution demain de prévue. Donc, j'en ai fait une hier. Et puis, aujourd'hui, on en fait une autre. Et puis, il va en avoir aussi de disponibles. Mais la SDT, à la SDT directement, vous pouvez en avoir des revues. Il va en avoir sur place. Il va en avoir dans les institutions financières. Il va en avoir aussi chez tous les partenaires MRC. Les différents services Québec en ont reçu aussi. On fait face à la musique, à la SDT, pour faire la promotion de nos gens d'affaires, puis un autre moyen pour parler d'eux et évidemment les garder prospères. On espère. On espère que tout ça, ça va se développer. Tout ça que ça va faire, ça va engendrer aussi. Ce qui est intéressant aussi avec les projets scolaires, fait en sorte que ça sème un germe en quelque part, ça sème une graine d'entrepreneuriat. Comment ça marche, l'entrepreneuriat? C'est un mot qui existe, mais souvent, on ne sait pas c'est quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ça se découvre à travers de différents projets comme ça, et les écoles y participent, ils découvrent des choses comme ça, et on voit le résultat de ces choses-là à l'intérieur de ça. Et ça, c'est peut-être de futurs entrepreneurs qui vont développer d'entreprises existantes ou encore vont en créer de nouvelles. En tout cas, ils ont de beaux exemples de résilience pour entreprendre et continuer à le faire. Et continuer, justement, et rêver. Il faut rêver. Oser, croire, réussir. C'est ça, finalement, nos thèmes. C'est avec ça qu'on est. La revue Entreprendre et Oser, croire, réussir. On continue et on lâche pas. Les Pâques s'en viennent, disaient nos aînés. C'est dimanche le 20 avril qu'arrive le week-end de Pâques. C'est ouvert ou c'est fermé, mon coco? On verra. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qui, quand même, nous informe et vous informe, les commerçants, responsables de centres commerciaux, consommateurs, des heures et des jours d'ouverture des établissements commerciaux. On s'y prépare pendant ce congé, la fête chrétienne, le week-end
scène familiale plein de fleurs et chocolat. Mais vendredi 18 avril et samedi 19 avril, ce sera ouvert, les commerces, selon les heures normales. Et dimanche le 20 avril, c'est là que c'est fermé, alors que le lundi 21 avril, ce sera ouvert selon les heures normales, des conditions particulières qui vont s'appliquer aux horaires des établissements d'alimentation, que ce soit les grandes ou les petites surfaces, et aussi les pharmacies. Aujourd'hui, au moment d'enregistrer, on est le 11 avril et c'est une date fatidique pour un professionnel de la commission scolaire du Lac-Témiscamingue. Professionnel en lettres majuscules, s'il vous plaît, car d'œuvrer si longtemps chez un employeur, c'est d'y exercer vraiment une profession. C'est pourquoi Témis TV dit salut au directeur général de la commission scolaire Lac-Témiscamingue, Éric Larivière. Après 34 ans de service, il quitte pour la retraite en ce vendredi. Un record de longévité, lui qui siégeait là-bas depuis 2007. Éric Larivière, dans quelques heures, puis j'oserais dire quelques minutes, parce qu'au moment où ça passe, la décision est prise, puis c'est arrivé. Est-ce qu'on se sent nostalgique à ce moment-ci de la journée? Bien, c'est des sentiments partagés. Je pense que oui, je suis prêt pour la retraite, mais c'est des sentiments, mais c'est le côté humain. C'est tout ce qu'on développe. Pour moi, c'est une deuxième famille. Mes bureaux ici au centre administratif ou quand je vais dans les écoles, je me sens chez moi. Donc, oui, c'est émotif pour moi aujourd'hui. 34 ans de présence à la commission scolaire Lac-Témiscamingue. Pourquoi qu'on décide 34 ans? Vous auriez pu décider quand ça faisait 30 ans. Vous pourriez attendre que ça fasse 40. Vous êtes encore en forme. 34 ans, mais en réalité, je suis éligible à la retraite en 2025. Puis, je pense que depuis que j'ai commencé, nous, on reçoit à chaque année le rapport, le CARA, qui nous dit, bon, votre date de retraite. Puis moi, quand j'ai commencé en enseignement dans les années 90, je voyais 2025, je me disais, mon doux, c'est une éternité. Mais finalement, ça passe très, très vite. Fait que j'arrive maintenant, c'est 2025. En même temps, ça tombe... Ça tombe avec le 65 ans pile? Non, moi, j'ai pas 65 ans. Non, j'ai 58 ans. OK. 58 ans. Mais nous, il y a 55. Il y a des facteurs là, pour la retraite, puis sans aucune réduction. Là. Fait que moi, j'arrive avec la pleine retraite. Fait que c'est intéressant. En même temps, le moment est bon, parce que là, on se retrouve au Québec avec une nouvelle gouvernance. Puis, en changeant la gouvernance, je me serais pas vu faire un an. Parce que avec cette nouvelle gouvernance-là, on relève du ministère directement, les directions générales. Et si j'avais voulu poursuivre, j'aurais eu à réappliquer sur mon poste. Fait que tous les DG au Québec présentement doivent réappliquer sur leur poste. Et c'est des contrats jusqu'à un maximum de 5 ans qui peuvent être renouvelables. Mais moi, dans mon cas, disons que j'avais voulu faire 6 mois de plus, faire tout le processus pour 6 mois ou 1 an, c'était pas vraiment intéressant. Fait que c'était correct d'en arriver à dire, ben, je le fais maintenant, je suis en forme, je suis en santé, je fais une retraite de l'éducation, mais pas une retraite de la vie, là. Quand j'ai l'idée, cette information-là de votre départ, Éric Larivière, j'ai écrit professionnel en lettres majuscules parce que une profession, 34 ans, ça fit, là. Oui. Oui. Mais c'est un beau milieu, l'éducation. C'est une belle mission. Puis, mais ce qui est beau aussi, c'est on n'est pas seul. Tu sais, moi, j'ai été très choyé. Dès mes débuts en éducation, j'ai été entouré de personnes de grande qualité. Des gens qui ont cru en moi. Tu sais, il y a des monsieur comme Robert Bellemare qui m'a engagé au départ. Ensuite, des gens comme Normand Gingras, Nicole Godette, qui ont eu les bons mots pour m'inciter à dire, ben, je pense qu'on te verrait dans tel type de poste. Tu devrais y aller. On ne peut pas te garantir que tu vas l'avoir, mais je pense que tu serais un bon candidat, puis on te verrait là. Fait que, il y a des gens comme ça qui, par les mots, leur accompagnement, ont eu une influence sur ma carrière et mes décisions, mais ce qui fait une carrière aussi, c'est toute l'équipe. Et pour ça, quand je dis toute l'équipe,
tous les rouages, toutes les personnes dans l'équipe ont leur importance. Puis ça, là, puis quand je dis jeune homme, c'est pas en disant une gradation, là. Moi, quand j'étais dans le directeur d'école, bien, je m'assoyais avec les ouvriers en fin de journée, les concierges, puis je leur disais, vous réalisez que vous avez une influence sur la réussite des élèves? Puis là, ils me regardaient, ils disaient, sérieux? Il dit, oui, oui. Il dit, les élèves ont besoin d'évoluer dans un environnement qui est propice à l'apprentissage. Si c'est sale, si l'ameublement n'est pas de qualité, si c'est pas propice. Fait que moi, je leur faisais prendre conscience en discutant avec eux sur l'importance de leur rôle. La même chose bien, avec les enseignants, c'est sûr. Les enseignants, ils font la différence avec les TES, la secrétaire à la réception, etc. Tout le monde, s'il y a un des rouages qui ne fait pas son travail, on a un problème. Fait que, puis moi, tu ne peux pas évoluer seul, tu as besoin des autres. Donc, c'est toute cette notion d'équipe-là et cette gestion de proximité qui m'a motivé, que j'aimais aussi dans le quotidien. Donc, le support, le travail d'équipe, qu'est-ce qui, à partir de l'enseignement, tu sais, quand le jeune Éric, pas dire qu'il veut aujourd'hui, là, mais qu'est-ce qui a amené le jeune Éric à continuer d'évoluer dans ce lieu de travail? Parce qu'il y a eu l'enseignement, mais il y a eu les décisions de devenir directeur d'école, devenir directeur, à un moment donné, directeur général. C'est des steps à réaliser. Qu'est-ce qu'il dit à Éric Larivière? Ben, je continue. Mais en fait, j'aimais l'enseignement, mais j'ai continué à étudier. J'aimais ça étudier. Okay. J'ai suivi des cours en ressources humaines, en gestion, un deuxième cycle en administration scolaire. Fait que c'est des choses que j'ai fait avec le temps. Fait que, mais ce qui était spécial, c'est que, bon, après 7 ans d'enseignement, il y a eu un poste de direction. Puis à l'époque, là, c'était rare, là, parce que quand la commission scolaire a été fondée, c'était plein de jeunes directions qui étaient arrivées en même temps. C'était une nouvelle commission scolaire. Donc, ces gens-là, ils ont été longtemps en poste, tout le monde en même temps. Mm-hmm. Fait que moi, quand je suis arrivé, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas engagé une direction. Puis moi, c'est pas venu de moi. J'y pensais un jour, mais c'est mon entourage qui m'ont sollicité pour dire, ben, on te verrait là, tu devrais appliquer. Puis j'étais jeune, là, je dis, ben, je vais appliquer, puis on verra. Ils vont voir que j'ai de l'intérêt, mais je pensais vraiment pas l'avoir. Puis c'était l'entrevue de sélection qui a été la plus décontractée pour moi. C'est probablement été ma meilleure entrevue parce que j'ai fait ça d'une façon un peu, oui, très bien préparée, mais pas de stress, parce que je pensais pas l'avoir. Mais quand ils m'ont appelé pour me dire que j'avais le poste, là, j'ai tombé stressé. Là, j'ai dit, moi, mon dos, là, je me suis embarqué dans quoi? Puis, mais j'ai adoré, là. Puis ensuite, bien, j'étais en direction d'établissement, encore la même chose, parce que j'avais un peu de formation en ressources humaines. Il y avait la direction des ressources humaines qui prenait sa retraite. Ils ont commencé à m'en parler, à m'approcher. On te verrait là. Bon, OK. Finalement, c'était comme ça, de fil en aiguille, c'est juste même à la direction générale. J'ai jamais, pour moi, là, c'était le travail avec l'équipe. J'ai jamais occupé un poste en fonction du titre. Le titre, pour moi, là, non. C'était pas ça l'important. Puis, je suis pas quelqu'un qui nécessairement aimait non plus justement être devant la caméra ou j'aimais beaucoup laisser la place aux gens qui m'entourent puis les mettre de l'avant, valoriser le rôle qu'ils jouaient. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai cheminé avec les années. Les collègues de travail, les élèves, il va y avoir moins de rencontres, de proximité. Comment Éric Larivière compte vivre avec ça? Il s'y est préparé? Bien, c'est sûr que je vais changer, je vais devoir m'adapter. Ça, je vais être capable d'en parler peut-être dans quelques mois, comment je vis ça. Il y a un peu un petit vide, là, parce que on est confortable dans cette vie-là, dans le sens que ça fait des années, ça fait 34 ans, que ça a évolué, mes relations ont évolué. Comme quand j'étais dans une école, j'enseignais, j'avais une relation de proximité avec les élèves, ensuite en direction, c'est avec le personnel, aussi avec les élèves, puis on avance. Ici, mon équipe, puis c'est une équipe rapprochée, c'est une famille.
Maintenant, ben, c'est sûr qu'au niveau des relations, je vais faire un autre réseau. Je vais encore les voir parce que, bon, ils veulent beaucoup me revoir socialement. Ça va me faire plaisir, mais en même temps, on sait qu'avec les années, à un moment donné, les gens changent et tout ça. Mais oui, je vais m'impliquer autrement, je vais me faire d'autres réseaux. Il y a des gens présentement que je ne vois pas assez à mon goût en raison de mon travail, que je vais avoir plus de temps. Fait que c'est bien. J'ai des amis ce matin qui m'appelaient pour sont contents, bonne dernière journée, puis on va pouvoir passer plus de temps ensemble. Mais tu sais, oui, ça va être très positif aussi. Vous serez certainement dans toutes les activités que Ville-Marie a à offrir à ses citoyens. Vous allez avoir plus de temps et vous allez certainement continuer de côtoyer tout ce monde-là qui vous donne et vous montre de l'appréciation aujourd'hui en cette dernière journée. Monsieur Larivière, merci d'avoir pris du temps pour nous parler. Bonne retraite. Surtout, amusez-vous bien et merci pour ces années offertes aux gens qui en ont eu besoin. Bien, merci, puis je tiens à remercier justement tout le personnel que j'ai côtoyé, mes collègues, peu importe leur rôle tout au long de ma carrière, mais aussi les parents. On a des bons parents au Témiscamingue, on a des bons élèves. Puis on peut être fiers, parce que souvent, on va voir dans les médias, mais il est arrivé telle chose, tel élève. Mais nos élèves, c'est des bons élèves. On a des bons jeunes au Témiscamingue. Puis je veux remercier aussi l'ensemble de nos partenaires, parce qu'on a des liens vraiment tissés serrés avec nos partenaires. Donc, merci à tout ce monde-là qui ont contribué à faire que j'ai eu une carrière dont je suis très heureux. Bien, bravo de les avoir si bien entourés. Bien, merci beaucoup. On s'en va dans le milieu de la culture maintenant, du côté de Témis TV. C'est Sandy Boutin qui réfléchit. Sandy Boutin, c'est le cofondateur du Festival de musique émergente, le FME, du côté de Rouyn-Noranda. Il est aussi le président directeur général de Simone Records. C'est le Rouyn-Norandien Sandy Boutin qui joint le ministère de la Culture alors qu'on met sur pied des tables de réflexion sur le monde des arts. C'est à la demande du ministre Mathieu Lacombe. La Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALC. M. Boutin, qui est accompagné de Charles-Mathieu Brunel et qui possède lui aussi un riche parcours dans le milieu culturel et le service public depuis au moins 30 ans. Les deux ensemble animeront le dialogue sur le milieu des arts vivants dans une démarche collaborative pour trouver des solutions adaptées au contexte actuel dans l'art et la culture au Québec. La coordination du dialogue sera assurée par l'Institut du Nouveau Monde, l'INM, qui agira à titre de partenaire neutre tout au long de la démarche qu'on suit attentivement, bien sûr. Les chevaux et bêtes à cornes tapent du sabot. Le party s'en vient et les bottes et chapeaux de cow-boy se font rares de plus en plus au Témis. Le 46e Festival Western de Gig qui a montré ses couleurs pour l'été 2026. On connaît maintenant le nom des artistes invités à divertir les cowgirls et cowboys de la place. Et d'ailleurs, vous les reconnaissez, ils s'en viennent du 5 au 10 août, fort bien supportés par une foule de commanditaires sous le thème « Ça part ». Sur scène, le jeudi, Francis de Grandpré. Plus tard, le band Illusion. Vendredi, David Pinault, spécialiste de hard rock campagnard. Puis Rick Duff, qui est un interprète passionné de musique country. Le samedi, les fameux Dwelling Piano par la broche à foin et le groupe Hommage Tennessee Whiskey. Le dimanche, la Fureur Country qui risque d'être parmi les activités populaires. Elles sont toutefois nombreuses et dures à battre face aux nombreuses épreuves de rodéo, la danse en ligne familiale, le concours du cowboy le plus fort, la zone familiale, les tirs de chevaux lourds, le lasso-pinceau et entre autres la compétition de derby d'attelage. Préparez vos washers aussi, ben oui, ça promet, en tout cas, ça part.
Ben voilà pour notre effort à vous informer cette semaine. Merci aussi de votre effort à partager avec nous vos actualités. Nombreux sont là à renouer avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à être là. Merci aussi aux citoyens qui supportent leur télévision communautaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à renouer avec nous. Plus de 700 abonnés sur Facebook et de plus en plus de vos courriels envoyés à journaliste@témis.tv. Au revoir. Passez donc une belle et agréable semaine. Vous le méritez.